Nous avons le sentiment qu'il est difficile d'augmenter significativement nos parts sur le segment sans attirer de nouveaux clients. En espérant ne pas désarçonner notre fidèle clientèle, nous savions que pour élargir notre public, il ne faut choquer personne. Techniquement, on ne s'interdit rien. Des secteurs sont actuellement analysés à la loupe, sur lesquels nous pourrions décider d'entrer, si cela a du sens. Tels sont les mots de Jean-Michel Cavret, directeur de BMW Motorrad France en 2008. Parce que oui, aujourd'hui nous allons parler de l'envolée folle de BMW en France et des différentes stratégies proposées pour créer une gamme de produits à la fois cohérente, exigeante, toujours plus populaire. Parce que oui, là où toutes les marques ont marqué un recul, une énorme chute ou une légère ascension, une seule est parvenue à rester constante, du début des années 2000 à aujourd'hui. Et cette marque, c'est BMW. Oscillant entre la 5e et la 6e place des constructeurs génériques en France en 2005, la marque aux hélices a su se réinventer et se hisser à la fois à la 3e place des constructeurs en 2021, et ce sera d'ailleurs vraisemblablement le cas en 2022, mais surtout en étant le constructeur numéro 2 derrière Yamaha en tant que constructeur gros cube, à savoir de plus de 500 cm3. Passant alors de 7000 à plus de 20 000 ventes, les Allemands ont réussi un coup de maître, capitaliser sur les secteurs porteurs et fidéliser un client historique toujours plus adapté à son besoin. Alors question, comment la marque a su inventer une gamme produit à la fois large et riche, et comment le Make Life Ride est devenu une emblème touring du motard français. Et surtout d'ailleurs, comment BMW a su s'imposer comme étant le leader européen de la moto en France. Pour ça, on va parler de ce que je pense être les 5 meilleures décisions de BMW de ces 20 dernières années. En 2002, BMW affiche environ 7000 ventes et peut compter sur une gamme composée à très grande majorité de gros cubes et de gros moteurs bicylindres à plat, les fameux boxers. On peut compter alors la Sportive R100 RS, la Sport GT R150 RS, les Roadsters R150R, les Cruiser R1200C et R1200CL. Pas foufou, mais ayant été la seule intervention cruiser de la gamme, avant il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Les K1200 en Sport GT, et aussi 3 modèles emblématiques, la 1150 GS, trail mythique directement dérivé des ambitions du Dakar avec Oriol et son R80 GS, le 1150 RT, la routière au top qui conjugue sécurité et plaisir de conduire, et la F650 CS Scarver, qui a fait un bide. Caca, pas beau, hein, c'est vilain. Mais c'est symptomatique d'une chose, c'est que BMW, c'est pour les vieux. Donc désolé, c'est pas une critique, rangez vos claviers les soixantenaires. Hein. En 2002, BMW, oui, il a cette réputation et ne sait absolument pas comment capitaliser et donner envie aux jeunes de venir s'essayer à de la marque allemande de haute qualité. D'ailleurs, dans les années 2000, oui, tu pensais que le leader c'était la GS chez BMW? Oh, petit joueur. Et ben non, c'est la RT. Bah oui, parce qu'elle fait 3 fois le volume de la 1150 GS, avec une réputation au top et un moteur absolument increvable. La RT, c'est la reine chez BMW. D'ailleurs, si on fait un petit tour des technos, les modèles des années 2000, c'est de la haute couture. Les motos sont dotées de technologies avancées comme le paralever et le télélever, donc le système de suspension propre à BMW, qui correspondent en gros, alors je schématise vulgairement, à dissocier les fonctions de direction et de suspension de la fourche pour le télélever, et à bloquer le phénomène naturel de levage de la transmission à cardan pour le paralever. Bon, désolé les BMistes, je schématise très grossièrement pour pas perdre les habitués des japonaises. Toute la gamme des années 2000 est équipée d'ailleurs de cardans ou de courroies, censés donner une durée de vie maximale à la transmission, mais aussi à éviter le bruit de frottement de la chaîne. Et surtout, toutes les motos sont fournies avec une technologie rarissime, mais vraiment pour l'époque, l'ABS. Déjà dès la fin des années 80, l'ABS était équipé chez BMW. Et là, toute la gamme là, et de série ou en option d'ailleurs. Ok, donc on a une gamme riche. On a des options techno extrêmement avancées pour l'époque, des motos qui sont lourdes, puissantes, tout à cardan. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les ventes ne décollent pas. Parce qu'en fait, BMW ne sait pas faire des motos pour les jeunes. Pas du tout. S'en tenant à un public beaucoup plus âgé, fidèle à BMW depuis des années, les Allemands ils peinent à renouveler sa gamme et à proposer des produits populaires pour les acheteurs de 2002. Les motos populaires d'ailleurs, c'est des motos basiques, des roadsters nus, des Street Fighter ou des hyper sportives. Ils auront essayé le Scarver qui est certes plébiscité par la presse, mais qui est en fait moche. Sérieux, faites un effort les mecs quoi. Malgré d'ailleurs des technologies différentes, comme une transmission à courroie, un ABS en option, un moteur Rotax absolument increvable, un gros mono couplé de 50 chevaux, ouais mais avec un prix très élevé par rapport à ses concurrents, BMW en fait ne sait pas faire de bon marché, contrairement à ce qui cartonne en France, les japonaises. Tiens d'ailleurs, retournons un petit peu en arrière, parce que le top en France en 2002, c'est encore et toujours le Roadster Naked, qui est dominé par la FZS 600, la Honda CB 600F ou le Suzuki SV 650S, mais aussi les gros roadsters, genre Yamaha FZS 1000 ou XJR 1300, les routières et les GT, genre Yamaha TDM 900, mais aussi d'ailleurs la 1150 RT, et les sportives, genre les grosses comme la R1 de chez Yamaha. Faut se dire qu'en 2002, la R1, elle était top 8. Drôle d'époque, parce que te dire qu'aujourd'hui, les sportives, il y en a quasiment plus, c'est...
C'est très très loin. Hein. Bref, le marché il est jeune, il est dominé par les grosses sportives, les roadsters bon marché et les naked. Et BMW, dans tout ça, ils se battent avec d'autres armes en fait, hein, genre la 1150 RT qui est vraiment la seule machine de la gamme qui sort un peu du lot en termes de vente. D'ailleurs, BMW n'avait même pas de moto destinée au A2, hormis le Scarver. Et la 650 GS, allez ouais. Qui d'ailleurs, elle a une transmission à chaîne, et c'est la seule. Waouh. Bel effort pour les jeunes, bravo. 2003 et 2004 vont marquer un revirement sur le marché de la moto en France, parce que les sport touring, les custom et les super sportives, ça se casse littéralement la gueule en termes de vente, mais pas les routières. Et la 1150 RT va donc en profiter pour aller truster quelques parts de marché et aller vers le top 10 en France. Et ça, c'est plutôt cool. C'est d'ailleurs là le premier constat chez BMW, c'est qu'ils vont devoir trouver autre chose pour séduire. Et le directeur de l'époque, donc Jean-Michel Cavret, il déclarera que la clientèle BM, elle est différente de celle des généralistes. Et tu m'étonnes. Nos clients ont autour de 40 ans. Ils sont très exigeants, mais ils sont prêts à mettre les moyens pour obtenir ce qu'ils veulent. L'achat d'une BMW est un acte réfléchi, et d'ailleurs, nous avons plus de 80% de fidélité. Et les clients fidèles chez BMW, c'est quoi ? Là aussi, le patron, il a sa réponse. Il distingue 3 types de clients. Le client costard, qu'on retrouve surtout en Ile-de-France et qui utilise sa moto à des fins professionnelles. Le client administratif, avec les forces de police et de gendarmerie, parce que oui, un BMW est très populaire chez les forces de l'ordre. Vous remarquerez qu'il y a quand même pas mal de RT dans la police. Vraiment. Et enfin, son persona normal, celui qu'on trouve surtout en province et dans les autres pays d'Europe, qui utilise sa moto pour le plaisir et le tourisme. C'est un motard expérimenté et un passionné avant tout. Il rajoutera d'ailleurs que le premier client, il est plutôt pressé, assis bien droit sur sa machine dans une position proche des motards des forces de l'ordre, et son attitude elle peut paraître un peu dédaigneuse, tout comme d'ailleurs certains clients normaux. Et comme il est difficile pour un jeune de s'intéresser aux valeurs de BMW, il s'arrêtera, malheureusement, à cette image négative et n'ira pas plus loin. Bon, je ferai pas l'affront de dire ça, c'est bien ses propres mots. Même si certains, je pense, s'amuseront encore à dire que cette image, elle a pas tellement changé aujourd'hui. Ça, c'est votre avis, pas le mien. Comment séduire d'autres publics ? La BMW a sa réponse en proposant un haut niveau de performance sécuritaire et technologique. Et pour ça, il n'y a pas à chier, BMW c'est largement leader. Mais ça permet pas de payer les factures, malheureusement. Il va donc falloir continuer à avancer avec ses armes, et elles viendront d'ailleurs en 2005 d'abord avec le premier vrai best-seller de BMW, le Boxer 1200. Ah, et tu penses d'ailleurs que c'est la GS qui va en profiter ? Détrompe-toi. En 2004, on est toujours autour des 7000 ventes chez BM. Et en 2005, on dépasse les 8000. Et c'est grâce à quoi ? C'est grâce au nouveau Boxer 1200, équipé sur la 1200 RT. D'abord, il a été équipé sur la GS, ce Boxer de 110 chevaux, il cartonne dans l'hexagone, surtout que la 1200 RT prend quelques chevaux en plus et 25 kg en moins. 259 kg tout plein fait, une autonomie de chameau avec plus de 350 km. Bref, c'est de la vraie routière qui va cartonner puisque l'année de son lancement, elle devient la moto la plus vendue de plus de 750 cm3 en France. Et c'est d'ailleurs la première fois que BMW franchit en France le cap des 2000 immatriculations, puisque la RT en comptabilise 2450. À titre de comparaison, en 93, BMW, il faisait 2000 ventes, tout modèle confondu. Donc c'est un énorme succès. La 1200 GS fait d'ailleurs un score très honorable puisqu'elle s'affiche à peu près à 1400 ventes en top 12 France. Top 5 en plus de 750 cm3, c'est plutôt pas mal. La volonté de BMW, elle est alors simple, c'est de créer des tendances et d'être des leaders dessus. Anticiper les tendances, que ce soit en automobile ou en moto, et donner une faculté de visionnaire, tout en actant d'ailleurs sur un triangle innovation, sécurité, performance. Chacun en profite de l'autre sans que l'un prenne le dessus sur l'autre. Et ce sera d'ailleurs l'une des décisions pour moi les plus importantes des milieux des années 2000. Parce que ouais, tu vas me dire, ouais mais il y a des motos plus puissantes ailleurs et elles font plus rêver, bien plus qu'une BMW. Oui. Oui, je te l'accorde, oui c'est vrai. Mais ça n'a d'ailleurs jamais été la philosophie des Allemands. Parce que les constructeurs généralistes n'ont eu de cesse d'augmenter les puissances pures des motos pendant les 2 décennies précédentes, créant ainsi un profil de marché orienté très sport, avec les dérives et les conséquences qu'on connaît sur l'accidentologie, les retraits de permis et l'adrénaline liée à la vitesse pure. BMW a préféré d'abord miser sur la sécurité avant d'aller sur le terrain de la vitesse. Et d'ailleurs, chose rigolote, c'est qu'en 2005, les Japonais, ils sont en train de faire la manœuvre complètement inverse. Après s'être amusés à faire de l'ultra puissance, ils commencent seulement à développer des outils de sécurité, notamment d'ailleurs l'ABS, qui se généralise de série. Mais BMW, là, il a tellement pris d'avance qu'ils craignent rien en fait, et qu'ils prennent d'ailleurs les devants envers les autres sur le sujet. D'ailleurs, il commence à se plancher sur la puissance brute avec l'arrivée des concepts HP2, un drôle de concept qui montre d'ailleurs que BMW sait faire du costaud et du sportif.
Les années qui suivront, de 2006 à 2009, montreront toute l'étendue des problématiques de BMW pour aller séduire du motard jeune et fougueux. En liant ça à la crise, ça crée un cocktail détonnant et explosif qui mettront quelques poux dans la tête des Allemands. Bon alors c'est sûr, la 1200 RT et les 1200 GS et GS Adventure, version ultra baroudeuse et aventureuse du trail façon Kartoffeln, et le R1200R, ils font leur petit effet, ils se placent dans le top 30 des motos en France. Mais le marché il s'intensifie énormément sur le roster et notamment avec Kawasaki qui trust la première place de très très loin avec le ZZ50. Et qui donc, s'il trust la première place, il trust aussi la première place en plus de 700 cm3. Et là, ça fait super mal à BMW. Et il y a d'ailleurs un problème majeur, c'est que les ventes elles stagnent. Et les nouveautés comme la K1200 ou les F800, elles se montrent complètement anonymes. Et même si la gamme elle continue d'innover en développant l'ASC, le système d'anti-patinage propre à BMW, et également le RDC, donc le témoin d'alerte en cas de chute de pression des pneus, en le déployant d'ailleurs sur toutes les nouvelles gammes, les ventes elles ne décollent pas, malgré les énormes succès dans la presse spécialisée. Petit aparté, mais on se rend pas compte de la puissance du boxeur qui rassure le client, parce que 70% des BMW vendus ont un boxeur en 1200. La RT est top 2 France et le GS top 5 en 2008. Malgré des ventes qui stagnent, ça fait du bien. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de la première phrase de la vidéo, cette histoire d'aller s'engouffrer dans des nouveaux secteurs pour aller chercher des nouveaux clients? Cette phrase-là, elle va prendre tout son sens en permettant d'allier d'abord la sécurité avant d'aller chercher la performance, en venant avec son modèle le plus abouti techniquement parlant. Et ouais, la moto qui a fait basculer BMW dans une autre dimension, c'est la S1000RR. Et pourquoi? Parce qu'en fait la marque elle a osé. Elle a osé faire du sportif avec un haut niveau de sécurité, en alliant le fameux triangle innovation performance sécurité à des niveaux jamais encore atteints par BMW. 193 chevaux, 183 kg. C'est simple, dès sa sortie, elle devient la référence des hypersportives. Quand après des années de domination japonaise, nos amis les teutons sortent une moto aussi insolente que monstrueuse, ça fait peur. D'autant plus que cette moto, pensée en 2009 pour participer au championnat du monde de Superbike, est sortie de façon quasiment anonyme la même année. Elle va donner un électrochoc en 2010 au public français. On dirait une japonaise, mais avec une tronche de BMW. Avec son moteur compact bénéficiant de toute l'expérience acquise par BMW en compétition F1, pas moto. Et dans sa config avec ABS, il s'agit de la sportive dotée d'un anti-blocage la plus légère du marché. Sinon, un peu derrière les autres joyeusetés, que sont les CBR 1000RR, les R1 ou les GSX-R 1000 et les ZXR. N'oublions pas les ZXR. Et il fallait bien garder d'ailleurs un côté à l'allemande, parce que ce sera sa phase avant asymétrique qui donnera une signature de la sportivité façon allemande. 2009, ce sera aussi une année charnière chez BMW parce que la marque va prendre sans doute l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Bon, on l'a vu, la S1000RR démontre qu'un public plus jeune vient découvrir BMW et vient aussi comprendre que BMW c'est pas des motos de jeu quarantenaires, costards, Parigo, tout ça quoi. D'ailleurs aussi le cas de la petite F800R, extrêmement bien placée dans la presse spécialisée avec son regard asymétrique aussi, son twin de 87 chevaux et l'architecture moteur en décalage à 360 degrés donnant un bruit ressemblant d'ailleurs au gros Boxer 1200. Et aussi, comble pour un roster BMW, il a un bras oscillant et une transmission à chaîne. On aura tout vu. Et vous savez, moi, ce qui m'a marqué en 2010 chez BMW, en fait, bien plus que le nouveau 1200 RT avec son boxer revu, bien plus que toutes les nouvelles versions de 1200 GS et GSA, bien plus que le top 2 en plus 750 cm3 de la RT, du top 5 de la GS, du top 9 de la F800R et du top 10 de la 1200 GSA, bien plus que la S1000RR et de son écrasante domination en championnat de France Superbike, bien plus que tout ça, c'est un petit point de détail qui va rajeunir BMW d'une façon incommensurable. Les clignotants. Oui. Je ne rigole pas, les clignotants. Parce que quand on achetait une BMW dans les années 80, 90 ou 2000, on s'est retrouvé avec un truc de vieux rouleur d'allemande qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout plus aux jeunes. Les clignotants étaient séparés. Je m'explique. Sur le poste de pilotage, pour pas ne faire comme les autres, les commandes bavaroises de chaque clignot étaient dissociées et implantées de chaque côté du guidon. Donc pour tourner à gauche, il y avait un bouton à gauche, pour tourner à droite, un bouton à droite, et pour arrêter les clignotants, je crois qu'il fallait appuyer sur un bouton un peu au-dessus, à droite aussi. Là où les Japonais ont imposé un standard très tôt avec le commodo à gauche comme pour les voitures, avec un bouton pour clignoter à droite, à gauche et un appui central pour arrêter, tout le monde était passé au standard japonais, sauf BMW, qui a continué son système jusqu'en 2010. On se rend pas compte, Et c'est la F800R la première moto à en bénéficier et a donc marqué un nouveau pas vers une clientèle japonaise
plus jeune et plus standardisé. C'est un revirement total, c'est à partir de là que BMW se permet d'aller chercher un nouveau marché. Un marché standard. Et là où ce standard va petit à petit séduire un marché jeune, tout en étant d'ailleurs aussi disponible sur les nouveaux 4S sortis la même année, et ben il faudra attendre encore 2013 pour voir le nouveau système de clignoteur sur la GS. Par contre, sur les nouveaux modèles fin 2009 et 2010 de la RT, et ben les commodos de clignoteurs standards ils seront déjà disponibles et ils permettent de mettre la 1200 RT dans le top 10 des motos en France. Alors je sais pas si c'est lié, mais je pense que ça a quand même son petit effet. On se rend d'ailleurs pas compte de l'évolution qu'il va avoir jusque là. Parce que là, à partir de ce moment-là, ça va dépoter niveau vente. « 2011, c'est une année charnière. La première année avec plus de 10 000 ventes en France chez BMW. Arrivé d'ailleurs dans la gamme de la nouvelle K chez BMW avec la K16 et son énorme couple de 17,6 m3 pour 160 chevaux. J'ai d'ailleurs fait un essai de la K16, si tu veux aller le voir. S'il te plaît. À leur côté, la S1000RR confirme encore son excellente forme et est l'hypersport la plus vendue de l'année. Mais ce sera l'une des dernières années des hypersportifs car la tendance est clairement à la baisse et l'hypersport devient surtout un objet de plaisir, de circuit et presque un petit plaisir interdit. 2012-2013, BMW va encore faire mieux et passer de la 5e place constructeur de plus de 500 cm3 à la 4e, puis à la 3e. En 2012, BMW fait même l'exploit de rentrer plus de 90% de sa gamme dans le top 30 des motos en France, là où seuls les 650 GS et les anciennes F800 ST et 413 tirent leur révérence. En fait, toute la gamme récente est top 30, et ça c'est du jamais vu. Hélas, BMW ne peut pas profiter de la tendance vers des motos pas très chères comme la NC700, bien qu'elle propose toujours la F800R, mais qui se place hélas un peu trop haut pour profiter d'un effet d'achat vers des petits modèles. L'image d'ailleurs des Allemandes reste encore trop élitiste pour profiter d'un effet jeune malgré des modèles toujours plus plébiscités par la presse. Au final, il y a assez peu de modèles qui sont sous la barre fatidique des 10 000 € et elles peinent à trouver un marché déjà bien bouché par les Japonais. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2012, nos amis Teuton ils vont intensifier leur réseau d'occasion pour proposer des offres premium sur les véhicules récents. Parce qu'en 2012, en fait, il s'est vendu 3 fois plus d'occasions que de motos neuves. En 2013, c'est l'apparition des nouveaux boxers à refroidissement liquide qui mettent encore et toujours les GS et les RT sur le haut de la pile. Mais bon, comme j'en parle rarement, vous savez qu'elles font succès et qu'elles restent très compétitives. C'est d'ailleurs dès 2013 et surtout à partir de 2014 que va être décidée la nouvelle orientation de BMW. Allons chercher des jeunes. On est les meilleurs en hypersport. On est les meilleurs en maxi trail, on est les meilleurs en routière, et on n'a plus rien à prouver véritablement. Qu'allons dégager de la matière grise pour aller chercher du jeuneau, du fougueux, mais pas du jeune version japonaise. On va rester sur l'image BMW, à savoir la sécurité premium, avec des machines performantes et adaptées, mais surtout avec une autre volonté que d'aller sur du terrain de l'évasion et du grand tourisme. Déjà avec la F800R, c'était la confirmation que des jeunes cadres dynamiques voulaient du BM. Mais là, avec l'arrivée de la nouvelle déclinaison F800 GT qui vient faire revivre un secteur oublié, qui rappelle d'ailleurs la Deauville, les petites routières GT. Et ce n'était que la première pierre d'une histoire de reconquête allemande de la jeunesse. C'est très bizarre dit comme ça. Parce qu'en 2014, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui est nouveau tout chaud? C'est les rosters sportifs et les néo-rétro. Et qu'est-ce que va pondre BMW cette année-là? Ce sont deux motos qui vont cartonner et dynamiser, voire dynamiter tout le secteur de la moto allemande. Tellement dynamité que BMW sera la marque numéro 2 en France sur le marché des plus de 750 cm3. Deux philosophies certes différentes, mais deux marqueurs forts pour BMW. Parce que d'un côté, une S1000RR dégonflée mais avec un 4 cylindres compétitif, une sorte d'hyper Street Fighter ultra agréable, qui assomme toute la concurrence. 160 chevaux pour 207 kg, de quoi faire très mal, tout en gardant une position agréable de roster sportif. Et d'un autre côté, vous reprenez le Boxer 1200 et vous lui mettez dans un cadre de roster néo-rétro chelou là, la R90 qui est un très bon succès commercial et le coup de crayon qui est respecté. Elle viendrait presque foutre un coup de pression à la R1200R et avec ce 90, BMW va loin dans la customisation car son modèle néo-rétro se veut modulable. En vrai, c'est un véritable café roadster qui vient faire du bien dans le paysage moto et surtout qui vient confirmer la nouvelle dynamique de BMW. Make Life a Ride. C'est donc à partir de 2014 que BMW devient la marque numéro 2 sur le marché des plus de 750 cm3, derrière un Yamaha, toujours en excellente forme. Tout réussi alors aux Allemands qui confirmeront l'en grande forme en 2015 et en 2016, et encore plus tard, surtout après la fin de la loi sur les 100 chevaux, mais dans les machines, en ne leur donnant pas leur plein potentiel. L'arrivée d'ailleurs de la S1000XR donnera un nouvel élan sur les trails sportifs, avec le moteur de la S1000R, et une énorme base de trail, bien costaud, 4 cylindres, bien bourru, comme vous voulez, c'est génial. Dans les années qui suivront, BMW ne fera que grimper dans le classement, s'ajoutant alors les places de choix dans ses secteurs clés, routière, néo-rétro avec la gamme héritage, hypersport et trail. Même malgré l'arrivée de la fracassante MT-07 dans le paysage moto, la marque allemande, elle ne désemplit pas. Sauf en 2018 où elle marque un coup d'arrêt, et où tous les modèles s'essoufflent en vérité. Il faut du neuf, du nouveau, du violent. Et c'est là que les Allemands, ils vont sortir le nouvel atout charme, en allant un petit peu en arrière.
se rend pas compte, hein, mais entre 2004 et 2018, on est resté sur la 1200 GS et la 1200 RT. La raison pour laquelle les motos auront certes évolué sans pour autant être de nouveaux modèles est simple. Parce que BMW en fait a capitalisé sur ses succès pour se concentrer sur la construction d'une gamme riche, en proposant en tête de proue les GS et les RT, qui prennent des ventes, des parts de marché, et qui restent plébiscités par la presse, le public, et pas seulement qu'en France. Mais quand les ventes se stabilisent en 2018, il était temps que la révolution vienne du moteur boxer, qui va connaître sa nouvelle évolution en 2019, avec une sortie fracassante, le Flat 1250. 136 chevaux bien plein avec 14,5 m/kg de couple, démentiel quand on compare à la cylindrée et à la puissance, sans toucher à la ligne de la moto et à l'esthétique du modèle. L'idée vient surtout d'un petit coup de génie mécanique qui tient en un loquet, un système de distribution variable, baptisé Shift Cam. Ce système sert à changer de profil des cams en fonction du régime moteur, permettant alors d'avoir un moteur en bas disponible, souple et généreux, et d'avoir en haut la possibilité d'aller chercher le plus de watts possible. L'arbre d'admission supporte alors 2 cams, au niveau de chaque soupape et décale d'un jeu de cam à l'autre en fonction du régime moteur, permettant alors d'avoir un moteur toujours plein. Et ce joyeux mélange, il va s'opérer en 2020 avec la fameuse année Covid, hélas. Un tour de magie d'ailleurs pour BMW parce qu'elle vient ajouter le F900XR et le F900R et en reproposant dans la gamme un Cruiser Tourer, le R18. En fait, BMW cette année-là, ils achèvent des chiffres records qui vont se confirmer en 2021 pour être encore plus forts en 2022. Et l'histoire elle est assez folle, hein. Et c'est incroyable de se dire que là où le Boxer représentait 7 motos BMW sur 10 au début des années 2010, et aujourd'hui on est tombé à 50%. Sans avoir connu de résilience sur près de 20 ans, les Allemands ont réussi à convaincre le public qu'ils pouvaient avoir des valeurs sûres, destinées à un public plus âgé, mais aussi démontrer que la moto allemande n'était pas qu'une question de confort et de tourisme, mais aussi de sportivité. Et enfin que l'avenir de la marque passera par des motos plus jeunes, plus dynamiques, plus agiles, et même qu'il ne faut pas faire du bicylindre à plat pour convaincre. Et c'est clairement pas anodin de passer de 7500 à plus de 20 000 ventes en 15 ans, parce qu'en proposant une approche très lifestyle de la moto, avec un retour au pur plaisir de l'objet et de la conduite pour les roadsters, mais également en proposant des motos performance sur piste, des objets d'évasion et de voyage, d'aventure routière, tout en impliquant un haut niveau de sécurité, BMW est sorti de sa zone de confort pour à la fois oser sur des secteurs nouveaux, mais surtout en proposant des machines comme la R90 ou la S1000RR, qui ont été leaders sur leur segment, qui ont donné le tempo et la température, comme la GS et la RT. Créer des tendances, des produits benchmark. En étant presque sur tous les fronts, en étant numéro 1 en France sur les plus de 750 cm3, et deuxième en plus de 500 cm3 derrière Yamaha et son intarissable MT-07, BMW a su proposer une gamme fidèle à ses attentes et à ses engagements, tout en osant innover. Et qui aurait cru qu'un jour BMW aurait su se placer en proposant des produits d'appel premium. Et c'est d'ailleurs surtout là que les Allemands ont été très forts, sur la prospective. Qu'est-ce que sera le 2 roues dans les 10 ou les 15 ans à venir? Quel sera son usage? Quelles seront les attentes et les exigences du client? BMW a su faire preuve d'agilité, parce que le monde change. On peut le voir directement avec le CEVO, le CE04 qui sont déjà 2 réponses pour la mobilité urbaine de demain. Et d'ailleurs, qui aurait cru, à part BMW, qu'il y a 15 ans, le trail serait aussi fort et aussi populaire aujourd'hui, en propulsant d'ailleurs le 1200 et le 250 GS en haut de l'affiche. Cette trailisation du marché, quelque part un peu similaire à la SUVisation de l'automobile, cette appétence du client pour des produits un peu plus hauts, un peu plus dynamiques, mais sans faire de compromis sur les capacités routières, sur ce plan-là, BMW est remarquablement armé et a su faire la part belle au choix avec les 310, 750, 850 et 1250 GS, les 900 et les 1000 XR1. C'est aussi l'une des premières marques à proposer avant beaucoup les programmes de financement sans apport, comme les LOA sur 3 ans, pour rouler avec une gamme complète à moindre coût. C'est également celle qui a misé sur la mobilité de demain le plus tôt parmi les grandes marques avec d'abord le CEVO puis le CE04, scooter électrique parmi les plus populaires en région parisienne. D'ailleurs, faut savoir qu'en 2022, il s'est vendu quasiment 2300 CE04. Si on compare avec le reste du top 10 en France, en fait, le CE04 se place top 11. Et en parlant d'ailleurs de prospective, qu'est-ce que ça va donner BMW demain? Quelle sera son ambition? 2 choses. Concevoir des moteurs thermiques plus propres et proposer des alternatives électriques dès 2025. Et 2025, c'est demain, et pas uniquement dans la mobilité urbaine. Dans un avenir proche, la moto jouera un rôle dans la mobilité de demain. N'en déplaise d'ailleurs à ceux qui estiment que c'est un véhicule dangereux. C'est pas la moto qui est dangereuse, c'est le motard, et rien d'autre. Bref, ça c'est un aparté. Alors oui, peut-être, BMW restera dans l'imaginaire de beaucoup comme étant cette marque élitiste, premium, destinée à un public plus âgé et restreint. Pas forcément fun d'ailleurs, mais quand on voit ce qu'elle a su proposer et créer sur ces 20 dernières années, on ne peut que féliciter la marque et être conscient que passer d'un top 6 à un top 3 vente en France, en étant la marque européenne la plus populaire au monde, il y a de quoi regarder à 2 fois. Construire une base saine et solide. Développer la... Putain non, j'ai plus de batterie, mais c'est pas possible. Ça. Bon, on va la faire comme ça, désolé. On va la faire à la chandelle. Construire une base saine et solide, développer la sécurité, innover sur le plan des technologies, oser sortir des sentiers battus et rajeunir l'expérience. Tel était le message pour que BMW fasse de votre vie un voyage.
on a fini. C'était Valoutre. Ciao!